Enceinte de 6 semaines, je tenais mon échographie quand mon mari a fait irruption aux urgences, portant sa maîtresse et criant « Sauvez ma femme !» Cette nuit-là, j'ai posé mes clés sur l'étagère à chaussures et j'ai disparu avec un secret. Je tenais le compte-rendu d'échographie de 6 semaines quand j'ai vu mon mari porter sa maîtresse franchir les portes des urgences, hurlant à plein poumon « Docteur, au secours ! Ma femme est sur le point d'accoucher !» Cette nuit-là, j'ai laissé mes clés sur l'étagère à chaussures et je me suis évanouie, emportant un secret avec moi. Le lendemain, il est rentré chez lui et a découvert une scène qui l'a fait trembler. « Docteur, s'il vous plaît, aidez ma femme. Elle est sur le point d'avoir un bébé. » Ce cri a déchiré le couloir de l'hôpital juste au moment où l'encre de ma photo d'échographie était encore chaude. Le texte minuscule sur le papier glacé, que j'avais fixé sans ciller, s'est soudainement brouillé comme si quelqu'un avait soufflé une couche de brouillard sur mes yeux. Grossesse intra-utérine, 6 semaines. Je m'appelle Olive. J'ai 29 ans et je suis mariée à Michel depuis près de 4 ans. Cet après-midi-là, j'étais allée seule au centre médical Miséricorde parce que mes règles avaient 10 jours de retard. Je ressentais une légère fatigue. Ma poitrine était sensible et j'avais parfois des crampes dans le bas-ventre. Michel était sur un chantier de construction depuis le matin. Et ma belle-mère, Éléonore, m'avait toujours fait comprendre que la maternité était ma seule responsabilité, donc je n'en avais parlé à personne. J'avais prévu de rapporter les résultats à la maison, d'attendre que Michel ait fini de dîner, et de lui placer ce morceau de papier sous les yeux. Je voulais donner une chance à notre mariage de plus en plus froid de se réchauffer, mais cette chance fut brisée sur le froid du sol en linoléum avant même que j'aie ouvert la bouche, écrasée par les mots « Ma femme est sur le point d'accoucher ». Le triage d'urgence de la maternité était juste en bas du couloir de la clinique externe. Au début, j'ai seulement tourné la tête à cause des roues grinçantes du brancard et des cris urgents des infirmières. Les gens dans la salle d'attente se sont levés en émoi. Quelques femmes enceintes, se tenant le ventre, se sont penchées pour regarder. Puis j'ai vu Michel. Il tenait une femme très enceinte dans ses bras. Sa chemise de ville était déboutonnée et la sueur perlait sur ses tempes malgré l'air frais de l'automne parisien dehors. Son visage habituellement calme, un peu arrogant, était pâle de panique. La femme dans ses bras agrippait son col, ses cheveux collés à sa nuque moite, gémissant faiblement. « Ça fait tellement mal, Mike. Ça fait mal. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour que je puisse saisir chaque mot. Nathalie, ce nom ne m'était pas inconnu. Je l'avais vu apparaître sur l'écran du téléphone de Michel lors d'appels tard le soir. J'avais entendu ses explications évasives selon lesquelles c'était une représentante trop enthousiaste d'un fournisseur de matériaux de construction qui avait tendance à appeler après les heures de bureau. Je n'avais pas insisté à l'époque, non pas par confiance aveugle, mais parce qu'il y a des jours où une femme est si épuisée que le simple fait de dîner tranquillement semble un luxe. Une infirmière s'est précipitée pour aider à installer la femme sur une civière, sa voix urgente. « Un membre de la famille, s'il vous plaît, allez à l'admission. » « Combien de semaines a-t-elle ? A-t-elle un dossier chez nous ?» Michel n'a pas complètement lâché sa main. Il s'est penché, soutenant le dos de Nathalie, parlant si vite que sa voix s'est brisée. « Amenez ma femme à l'intérieur d'abord. L'argent n'est pas un problème. Je remplirai les papiers plus tard. » Le mot « femme » est sorti une deuxième fois, encore plus facilement que la première. Ma prise sur la photo d'échographie s'est relâchée. Le papier a glissé de mes genoux, s'accrochant au bord de mon sac à main. Le bord m'a fait une petite coupure au doigt, à peine douloureuse, mais je me suis penchée pour la ramasser comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Sur le sol blanc poli, les ombres des gens se chevauchaient. Une paire de sabots médicaux a filé devant la pointe de mes chaussures. Quelqu'un a crié « Dégagez le passage ». Quelqu'un d'autre a demandé « Ont-ils signé les formulaires de consentement ?» Les sons se sont transformés en un brouillage chaotique. Et là, j'étais assise, figée sur la chaise en plastique bleu, le dos raide, la gorge bloquée comme si j'avais avalé une pierre. Michel ne m'a pas vue. Ou peut-être ne pouvait-il même pas imaginer que je serais assise là. Il était à moins de 9 mètres, son trench coat gris était drapé sur les épaules de Nathalie.
La même main qui avait tenu la mienne pour signer notre acte de mariage, la main qui avait maladroitement décortiqué des crevettes pour moi pendant notre première année de mariage, agrippait maintenant le poignet d'une autre femme, comme si la lâcher la ferait disparaître. Tandis que les infirmières emmenaient Nathalie à travers les doubles portes, Michel marchait près d'elle, se penchant pour murmurer « Ça va aller. Je suis là. Tiens bon encore un peu. » Nathalie a serré sa main, sanglotant. « Ne me quitte pas. Je ne le ferai pas. » Ces deux mots étaient aussi légers qu'un souffle, pourtant assez lourds pour m'écraser la poitrine. Une jeune infirmière est passée, a remarqué le papier dans ma main et m'a gentiment rappelé « Madame, veuillez attendre que le médecin vous appelle pour discuter des résultats. À 6 semaines, vous devez maintenir votre niveau de stress bas. » Je l'ai regardé. Mon visage devait paraître terriblement creux car l'infirmière a hésité. Un éclair de confusion a traversé ses yeux, mais quelqu'un a appelé son nom dans le couloir, et elle s'est dépêchée. Maintenez votre niveau de stress bas. J'ai regardé les mots, 6 semaines, imprimés en encre noire froide et indéniable. Il y a 10 minutes, lorsque le médecin m'avait dit que l'embryon était en sécurité dans l'utérus, mon cœur avait battu si vite que mes paumes étaient moites. J'avais touché mon ventre plat, me sentant bêtement timide car il n'y avait absolument aucun signe de la petite vie à l'intérieur. Ma tête s'était remplie d'images du visage de Michel. Je l'avais imaginé se figer quelques secondes avant d'éclater de rire, parlant maladroitement de ce que je devais manger et de ce que je devais éviter. Même si nous nous étions éloignés au cours des 4 dernières années, j'espérais encore naïvement que cet enfant était arrivé au bon moment. Non pas comme une chaîne pour lier quiconque, mais comme une petite lumière dans une maison restée trop longtemps sombre. Il s'est avéré que cette lumière ne brillait que pour moi. À travers la vitre des portes du triage, j'ai vu la silhouette de Michel. Il s'est penché sur un comptoir pour signer quelque chose. Une infirmière lui a tendu un stylo et il a gribouillé frénétiquement sans lire, posant des questions rapides. Est-ce dangereux? A-t-elle besoin d'une césarienne tout de suite? La mère et le bébé doivent être en sécurité. La mère et le bébé. J'ai laissé échapper un très léger rire. Il a glissé de ma gorge si sec et silencieux qu'il a été englouti par le système d'appel public annonçant les numéros de tickets. Patiente Olive, chambre 3. Le haut-parleur l'a annoncé une fois, puis 2 fois. La femme assise à côté de moi m'a doucement poussé le bras. Chérie, je crois que c'est ton tour. Je me suis levée, mais je n'ai pas marché vers la salle de consultation. Mes pieds ont reculé d'un pas, puis d'un autre. J'ai plié la photo d'échographie en 2, puis en 4, les plis nets s'enfonçant dans le bout de mes doigts. Je l'ai enfoncée profondément dans la poche de mon manteau, terrifiée à l'idée que si quelqu'un la voyait, le monde entier saurait quelle blague j'étais devenue. Mon téléphone s'est allumé. C'était Michel. Son nom vibrait sur l'écran noir dans la paume de ma main. Au bout du couloir, il se tenait devant la salle d'accouchement, son téléphone pressé contre son oreille, les yeux rivés sur les portes derrière lesquelles Nathalie venait de disparaître. Je n'ai pas répondu. L'appel s'est terminé, suivi immédiatement d'un SMS. J'ai une urgence à l'hôpital. Je t'expliquerai ce soir. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Peut-être qu'il a appelé parce qu'il se souvenait qu'il avait promis de nous emmener, sa mère et moi, dîner ce soir. Ou peut-être qu'il avait besoin que je prépare quelque chose à la maison. Ou peut-être a-t-il simplement envoyé un SMS par habitude, maintenant la coquille d'un mariage qu'il n'avait pas encore démantelé. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. J'ai pensé à taper. Qui est la femme à l'intérieur? Qui est ta femme et qui suis-je? Les questions résonnaient dans ma tête, nettes et déchiquetées, mais au final, l'écran ne reflétait que mes yeux injectés de sang. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai laissé tomber dans mon sac à main. Les doubles portes se sont ouvertes et un médecin est sorti. Michel s'est précipité en avant, le corps tendu. Il a écouté, a hoché la tête à plusieurs reprises, puis s'est tourné vers le comptoir de facturation. La distance physique entre nous n'avait jamais été aussi courte, pourtant nous n'avions jamais été aussi éloignés. Une femme d'âge mûr assise en face de moi a observé Michel et a chuchoté à sa compagne, « Regardez à quel point ce mari est attentionné. » Il l'a porté directement aux urgences, pâle comme un fantôme, a répondu son ami.
Des hommes comme ça sont rares de nos jours. J'ai baissé les yeux, mes ongles s'enfonçant dans la sangle de mon sac à main jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La douleur physique dans le bout de mes doigts m'a aidé à supporter la douleur écrasante dans ma poitrine. Personne ne savait que j'étais la femme légitime de cet homme. Personne ne savait que dans ma poche se trouvait un morceau de papier annonçant un enfant nouvellement arrivé, un enfant dont le père n'avait même pas eu la chance de l'appeler le sien. Je me suis retournée et j'ai marché vers les ascenseurs. Les portes vitrées de l'hôpital reflétaient une femme en trench-coat beige, les cheveux attachés, le visage tendu et sans couleur. Je n'avais pas l'air d'une femme qui venait de recevoir une joyeuse nouvelle. Je n'avais pas non plus l'air de quelqu'un qui venait d'être trahi. J'avais l'air d'une patiente perdue, serrant son sac à main, marchant prudemment, comme si un faux pas allait tout briser à l'intérieur d'elle. Au rez-de-chaussée, l'odeur d'antiseptique s'est estompée, remplacée par les gaz d'échappement et le froid d'une soirée parisienne. Dehors, une file de taxis attendait. Un jeune couple s'est aidé à sortir d'une voiture. Le mari grommelant joyeusement en remontant la fermeture éclair de la veste de sa femme. Je t'avais dit de mettre une couche supplémentaire. Tu n'écoutes jamais. Cette phrase ordinaire a fait plus picoter mes yeux que le cri de Michel. Je suis restée sous elle l'auvent un instant, laissant le vent me couper le col. Mon téléphone a vibré à nouveau. Michel. Cette fois, je l'ai éteint. Un taxi s'est arrêté. Le chauffeur a baissé la vitre. Une course, mademoiselle ? Je suis montée et j'ai donné l'adresse de l'appartement de luxe à Passy. Ma voix semblait étrangement normale. Pas de tremblement, pas de craquement. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur et a mis son clignotant. L'hôpital s'est estompé derrière nous. Dans la poche de mon manteau, le papier plié pressait contre ma poitrine. Chaque fois que le taxi heurtait une bosse, j'y posais la main. Non pas parce que j'avais peur de le perdre, mais parce que j'avais peur d'oublier qu'au milieu de toute cette froideur, il y avait encore quelque chose de minuscule qui avait besoin de moi pour rester calme. Le trafic aux heures de pointe était, je regardais les piétons par la fenêtre. Une jeune fille riant à l'arrière du vélo de son petit ami. Une mère ramenant son fils endormi de l'école. Ils passaient comme des fragments de vies étrangères. Pendant que j'étais assise à l'arrière, me sentant si vide, j'entendais les fermetures éclairs métalliques de mon sac à main s'entrechoquer. Il faisait nuit lorsque j'ai atteint l'immeuble d'appartement. Le portier dans le hall regardait un match de football sur son téléphone. Me voyant, il a levé les yeux et a souri. « Salut Olive, rentrez tôt aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête. Oui, je me sens un peu patraque. Michel n'est pas encore rentré. Plus tôt cet après-midi, une dame enceinte est montée avec lui pour prendre des affaires. Je pensais que c'était de la famille. Il a descendu un tas de sacs de courses pour bébé jusqu'à sa voiture. Quelqu'un dans la famille attend un heureux événement ? Mes pas se sont arrêtés devant l'ascenseur. Le portier a continué à parler, complètement inconscient. Elle portait ses pantoufles roses pelucheuses. Elle avait l'air très jeune. L'ascenseur est là, madame. Oui, ça doit être ça, ai-je réussi à dire, ma voix étrangement calme. L'ascenseur est monté au 16e étage. Je suis restée seule dans la boîte en acier, fixant mon pâle reflet. Mes bras pendaient mollement le long de mon corps, mais mes doigts étaient recroquevillés comme s'ils saisissaient quelque chose d'invisible. Notre appartement était au bout du couloir. Le code était toujours notre anniversaire de mariage. J'ai composé les chiffres. Lorsque la porte s'est ouverte, l'odeur familière de notre assouplissant était masquée par un parfum floral écœurant et inconnu. Les lumières à détecteur de mouvement se sont allumées, illuminant l'étagère à chaussures en chaîne. Mes chaussures plates noires étaient sur l'étagère du bas à côté des Richelieu de Michel. Mais juste au-dessus, à l'endroit exact où je gardais toujours mes chaussons, se trouvait une paire de toutes nouvelles pantoufles roses pelucheuses. Elles étaient une taille plus petite que mes pieds. On aurait dit qu'elles venaient d'être déballées ce matin. Dans cette maison, Michel prêtait rarement attention aux détails. Il ne se souvenait pas de la couleur de ma serviette, ne savait pas quel parfum me donnait mal à la tête, et n'avait aucune idée de l'endroit où je gardais les clés de rechange. Mais l'étagère à chaussures était différente.
Sa mère, Éléonore, m'avait fait la leçon dès mon premier jour en tant que belle-fille. Une maison doit être immaculée. Lorsque les invités regardent l'entrée, ils savent immédiatement si la femme de la maison a de la classe. J'avais gardé cette étagère à chaussures parfaitement organisée pendant 4 ans. Pourtant, une seule paire de pantoufles roses placées là a donné l'impression que toute la maison ne me reconnaissait plus. J'ai refermé la porte derrière moi. J'ai enlevé mes chaussures, mais je n'ai pas mis les pantoufles roses, ni les miennes. J'ai marché pieds nus sur le sol en bois froid. Le froid qui remontait de mes pieds m'a éclairci l'esprit. Les lumières du salon étaient allumées. La veste de costume bleu marine de Michel était négligemment jetée sur le bras du canapé. À côté, un foulard en soie rose doux. Je l'ai fixé et j'ai réalisé que le doux parfum dans l'air en émanait. Pas mon parfum. Sur la table basse se trouvait une tasse de tisane à moitié vide. À côté, un sac de course d'une boutique de luxe pour bébés du quartier chic de Paris. À l'intérieur, des tétines, des langes et plusieurs tenues de nouveau-nés bleu pâle. Un reçu froissé dépassait du sac. Je l'ai retiré. Cliente Nathalie. Téléphone se terminant par les 4 chiffres exacts du numéro de travail de Michel. Seulement le 2e téléphone. Date ce matin. J'ai remis le reçu. Mes mains ne tremblaient pas comme je l'avais pensé. Je suppose que lorsque vous avez été poignardé à la poitrine à l'hôpital, les petites coupures qui vous attendent à la maison ne servent qu'à confirmer que le couteau est réel. Dans la cuisine, une machine à expresso coûteuse et non déballée était poussée de côté pour faire de la place à une station de thé d'allaitement aux herbes biologiques chic. Éléonore avait toujours prêché que les femmes devaient s'en tenir à des régimes biologiques stricts et engager des infirmières de nuit après l'accouchement. L'hiver dernier, quand j'avais eu 39 degrés de fièvre, elle m'avait juste dit de prendre du paracétamol et de me lever pour cuisiner le dîner parce que les femmes ne devraient pas être si fragiles. Le couvercle de la casserole était encore chaud. Nathalie avait dû être là juste avant que Michel ne la précipite à l'hôpital. J'ai traversé le salon, mais pas léger. Nous avions acheté cet appartement de 110 mètres carrés, 2 chambres, lorsque nous nous sommes mariés. Michel avait dit qu'il voulait quelque chose d'un peu éloigné du centre-ville pour le calme. L'apport provenait de l'héritage que ma mère m'avait laissé et d'un soutien financier de Participation Lumière, l'entreprise de ma famille. Mais en signant les papiers, Michel avait suggéré que nous mettions les 2 noms sur l'acte pour éviter de le rendre transactionnel. Je l'avais cru. Je l'avais tellement cru que même lorsqu'il a progressivement introduit son travail, ses nuits tardives et ses secrets dans cette maison au fil des ans, je pensais que ma patience finirait par arranger les choses. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, les draps avaient été changés pour un ensemble beige que je n'aimais pas. Sur ma coiffeuse se trouvait une pince à cheveux en perles, d'un style beaucoup plus jeune que ce que je portais. Une porte du placard était ouverte. Mes vêtements, chemisiers, jupes crayon, pull léger étaient serrés à gauche, faisant de la place pour un nouvel espace vide qui sentait la naphtaline et ce parfum écœurant. Au fond se trouvaient 3 bacs de rangement en plastique rose. Je me suis accroupie devant le placard. Mes genoux me faisaient légèrement mal, et une légère crampe dans le bas-ventre m'a fait instinctivement poser une main sur mon ventre. Ce bébé était si petit, pourtant cette maison avait déjà fait de la place pour une autre femme sur le point d'accoucher. Je n'ai pas pris la peine d'ouvrir les bacs. Peu importait qu'ils contiennent des vêtements, des cosmétiques ou des documents. Quelqu'un avait déjà apporté ses affaires dans ma chambre, posé ses pantoufles sur mon étagère à chaussures et fait bouillir de la soupe dans ma cuisine. Je me suis levée, j'ai marché vers le fond du placard et j'ai sorti ma valise grise. Les roues étaient couvertes d'une fine couche de poussière. La dernière fois que je l'avais utilisée, c'était pour un voyage à Nice il y a 2 ans, quand Michel m'avait tenu la main sur la plage et avait dit que lorsque nous aurions un enfant, nous l'emmènerions voir l'océan. Ce souvenir de cette promesse ne me faisait même plus mal. Cela ressemblait juste à une histoire d'étranger. J'ai emballé des vêtements simples pour quelques jours, des manteaux, des sous-vêtements, quelques tenues de travail, mes cartes d'assurance et mes documents personnels. Sur la table de nuit, j'ai pris mon passeport, ma carte de sécurité sociale, une copie certifiée conforme de notre acte de mariage et plusieurs cartes bancaires.
J'ai glissé le papier d'échographie dans un compartiment zippé sécurisé de mon sac à main. Sous la chaude lampe de chevet, j'ai regardé à nouveau les mots « 6 semaines ». Le médecin avait écrit une note, commencer les vitamines prénatales. Éviter le stress. J'ai laissé échapper un souffle et j'ai plié le papier beaucoup plus soigneusement qu'avant. Sur la table de nuit se trouvait notre photo de mariage encadrée. Sur celle-ci, je portais une robe blanche, souriant si largement que mes yeux étaient plissés. Michel se tenait à côté de moi, sa main sur ma taille, l'air mature et doux. Éléonore avait loué cette photo, disant que Michel avait l'air d'un patriarche prospère et que j'avais l'air obéissante. J'ai pris le cadre argenté. Le verre était froid. Je l'ai posé face contre bois, refermant le chapitre sur un visage que je ne voulais plus voir. Le téléphone fixe du salon a soudain sonné. Le son désuet et discordant a résonné dans l'appartement silencieux, faisant sursauter mon cœur. Michel utilisait rarement le téléphone fixe. Seule Éléonore l'appelait quand elle ne pouvait pas me joindre sur mon portable. Je suis restée dans la chambre, l'écoutant sonner cette fois avant qu'il ne s'arrête. Un instant plus tard, mon téléphone portable s'est allumé. Belle-mère. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que l'appel tombe sur la messagerie vocale. Instantanément, un message audio est arrivé. Olive, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Michel est occupé à l'hôpital. Arrête de faire une crise. Il y a un heureux événement qui se produit pour cette famille aujourd'hui. En tant qu'épouse, tu dois connaître ta place. Je ne l'ai pas écouté une deuxième fois. Je l'ai simplement enregistré en capture d'écran et l'ai sauvegardé dans un nouveau dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve ». Voir ce mot sur mon écran m'a fait faire une pause. Peut-être qu'à partir de ce moment précis, j'ai cessé d'être une femme qui faisait une crise. Une femme qui fait une crise attend d'être cajolée. Je rassemblais des preuves, sécurisais mes documents et sauvais ce qui restait de ma dignité. J'ai trouvé Thérèse, notre femme de ménage bi-hebdomadaire, dans mes contacts. Ça a sonné quelques fois avant qu'elle ne décroche au-dessus du bruit de la circulation. Bonjour Madame Sterling. Avez-vous besoin que je vienne faire un nettoyage supplémentaire? Non, Thérèse. J'ai regardé la pièce une dernière fois. À partir de demain, vous n'avez plus besoin de venir à l'appartement. Je vous enverrai le salaire complet de ce mois-ci plus 2 semaines supplémentaires d'indemnité de départ. Thérèse est restée silencieuse quelques secondes. Est-ce que quelque chose ne va pas, madame? Cet après-midi. Cette femme, Nathalie, elle s'est interrompue. Je n'ai pas demandé comment elle connaissait le nom de Nathalie. Les femmes de ménage voient exactement ce que les propriétaires essaient de cacher. Elles ne sont juste pas payées pour parler. C'est bon, Thérèse, ai-je dit. Ma voix plus douce que mes pensées. Si Michel ou sa mère demandent, dites-leur simplement la vérité. Je vous ai appelé pour vous libérer ce soir. N'ajoutez rien d'autre. Ne vous laissez pas entraîner dans nos histoires de famille. Thérèse a soupiré doucement. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Madame Olive, vous avez l'air si pâle ces derniers temps. Ce brin d'attention inattendu m'a serré la gorge. Pendant des années, les étrangers pouvaient voir mon épuisement tandis que ma belle famille ne voyait que le fait que je n'en faisais pas assez. Merci, Thérèse. Je le ferai. J'ai raccroché et j'ai transféré l'argent immédiatement. Une petite tâche accomplie a rendu mon esprit légèrement moins encombré. Dans le bureau de Michel, il y avait plusieurs dossiers d'entreprise mélangés aux documents de l'appartement. Je n'ai pas touché à ces dossiers personnels. Pour les projets impliquant développement capital et participation lumière, j'ai simplement pris des photos des couvertures et de leurs emplacements, juste au cas où un avocat aurait besoin de savoir plus tard qu'ils étaient là. Quant à l'acte de propriété de l'appartement et à mes relevés de contribution de capital, j'en avais sécurisé des copies numériques il y a longtemps. Kevin, l'avocat d'affaires de participation lumière, m'avait conseillé de garder mes copies numériques et physiques séparées. Je l'avais trouvé excessivement paranoïaque. Ce soir, cette paranoïa est devenue ma planche de salut. L'horloge murale a sonné 23 heures. J'ai fait rouler la valise dans le couloir, les roues claquant sur le parquet.
J'ai détaché ma clé de maison de mon trousseau et je l'ai posée sur l'étagère à chaussures, juste à côté des pantoufles roses et pelucheuses. Puis j'ai pris un post-it et j'ai écrit lentement. Je n'ai rien pris qui appartienne à votre famille. Ne touchez pas à ce qui m'appartient. Mon écriture n'a pas tremblé. C'était une note terriblement courte pour un mariage de 4 ans, mais parfaitement adéquate pour un départ qui ne nécessitait aucun public. J'ai tiré ma valise, verrouillant la porte derrière moi. Lorsque la lourde porte s'est refermée, seules les pantoufles roses, le foulard étrange, la photo de mariage posée face contre terre et le bouillon de poulet refroidissant sont restés à l'intérieur. Le couloir du 16e étage était vide. Les lumières à détecteur de mouvement s'allumaient à mon passage et s'éteignaient derrière moi. En passant devant la porte des voisins, j'ai entendu le son étouffé d'une piste de rire de sitcom. Les rires préenregistrés rendaient la nuit encore plus cruelle. En bas dans le hall, le portier a vu ma valise et a ouvert les portes vitrées, surpris. Voyage d'affaires si tard, Olive? J'ai fait une pause. Par le passé, je redoutais que les gens posent des questions. J'étais terrifiée à l'idée d'embarrasser la famille de mon mari. Mais quand un mariage est traîné dans la boue par les gens qui y sont, celui qui essaie de sauver les apparences devient le clown. Je m'éloigne juste quelques jours, ai-je répondu. Il a regardé la valise, puis mon visage. Il a hoché la tête. Soyez prudente là-bas. Il commence à faire frais dehors. Le vent parisien hurlait depuis le fleuve, faisant voler les feuilles mortes autour des roues de ma valise. En attendant mon Uber, mon téléphone s'est allumé continuellement. Michel a appelé 2 fois, probablement depuis l'hôpital. Ces messages ont envahi mes notifications. Tu es rentré? J'ai une urgence à gérer. N'écoute pas les rumeurs. Olive, pourquoi ne réponds-tu pas? J'ai lu chaque ligne. Le sentiment le plus étrange n'était pas la douleur. Mais la réalisation que cet homme croyait toujours avoir l'autorité de me dire ce qu'il fallait écouter, même après que je l'avais vu de mes propres yeux. Une voiture argentée s'est arrêtée. Le chauffeur a baissé la vitre pour confirmer mon nom. J'ai soulevé la lourde valise dans le coffre moi-même, déclinant son offre d'aide. Ça va. Je gère. Dire cela à voix haute m'a picoté le nez. Non pas parce que le sac était lourd, mais parce que pendant des années, j'avais oublié combien de choses je pouvais réellement porter seule. Alors que la voiture s'engageait sur le quai des Grands Augustins, les tours de Passy se sont estompées dans le rétroviseur. Bientôt, Michel rentrerait à la maison. Il verrait la clé, la note, le placard à moitié vide. Il se mettrait probablement en colère avant d'avoir peur parce que des hommes comme Michel supposent que tout est toujours sous leur contrôle. La poche de mon manteau était bombée par le papier d'échographie. J'ai glissé ma main à l'intérieur et je l'ai tenue contre mon ventre légèrement crampé. Ça ne faisait pas très mal. Juste un petit rappel que ce soir je n'étais pas seule. Au milieu de toute cette destruction, une vie microscopique plaçait silencieusement sa confiance absolue en moi. Mon téléphone s'est rallumé. Ce n'était pas Michel. C'était ma belle-mère. J'ai regardé le nom clignoter jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête. Le chauffeur Uber avait une station de radio de nuit à faible volume. J'ai posé mon téléphone face cachée sur mes genoux et j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait glacial, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. J'ai réservé une chambre dans un hôtel modeste du Marais, un quartier calme loin du centre-ville. La chambre était standard, un grand lit, une commode en panneaux de particules, un petit bureau et une lampe de chevet jaune scintillante. J'ai laissé ma valise près du lit, accroché mon manteau et je me suis assise sur le bord du matelas. Mon corps avait l'impression d'avoir marché contre un vent de tempête pendant des heures. Ce n'est qu'en m'arrêtant que mes épaules se sont contractées et que mes genoux m'ont fait mal. J'ai sorti le compte-rendu d'échographie et l'ai lissé sur le bureau. L'image n'était qu'un minuscule sac sombre avec une tache à l'intérieur. Si le médecin ne l'avait pas encerclé, je n'aurais même pas su que mon bébé était là. Une vie de la taille d'une lentille me forçait à m'asseoir droite dans cette pièce étrange, n'osant pas sangloter, n'osant pas m'effondrer. Je suis là, ai-je murmuré. Je ne savais pas si je parlais au bébé ou à moi-même. La première nuit loin de la maison,
je pensais que je ne dormirais pas une seule minute, mais je l'ai fait. Je me suis réveillée à l'aube, nauséeuse, ma main se posant automatiquement sur le bas de mon ventre. Les 3 jours suivants se sont écoulés comme un vide entre 2 bruits forts. Le matin, j'allais dans un petit restaurant d'à côté pour manger du porridge ou des toasts. La serveuse s'est vite souvenue de moi. Pas de beurre, n'est-ce pas, Anne? Je hochais la tête, payais et ramenais ma nourriture dans ma chambre. L'après-midi, je me promenais dans le quartier. La vie continuait, complètement indifférente à la femme qui venait d'abandonner les clés de sa maison. Le 4e jour, j'ai allumé mon téléphone. Il s'est allumé et a vibré violemment. Appel manqué de Michel, d'Éléonore, de numéros inconnus, et un déluge de SMS. Michel a d'abord envoyé un SMS, « Où es-tu? Arrête de faire l'enfant et rentre à la maison. Je t'ai dit que j'expliquerais ce qui s'est passé à l'hôpital. » Suivi d'un SMS plus long envoyé à 2 heures du matin. Olive, ma mère est furieuse. Ne rends pas ça plus moche que ce que c'est. Nathalie vient d'accoucher. Elle est faible. Nous pouvons en parler calmement. J'ai arrêté de le lire. Nathalie vient d'accoucher. Dehors, la pluie fouettait la vitre, brouillant les lumières de la rue. Le message vocal d'Éléonore était le suivant. Son accent aristocratique parisien dégoulinait de condescendance. Olive, as-tu suffisamment fait ta crise? Nous avons déjà assez de problèmes santé-drame. Michel est occupé à s'occuper d'une femme en postpartum. Si tu ne peux pas être utile, au moins ne sème pas le chaos. À midi, Hélène a appelé. Voir le nom de ma cousine aînée m'a fait hésiter avant de répondre. Hélène avait 6 ans de plus, franche et farouchement protectrice envers moi. À mon mariage, elle m'avait prise à part et m'avait dit « Sois gentille, Liv, mais ne les laisse pas te marcher sur le cou. » J'avais ri à l'époque. « Olive, où es-tu? Tu vas bien ?» La voix d'Hélène était forte au-dessus du bruit du vent et des klaxons. « Je vais bien. » J'ai marché vers la fenêtre. « Tu en as entendu la moitié, et je vois déjà rouge. » Sa voix a baissé. Elle se déplaçait vers un endroit plus calme. Ils ont organisé un déjeuner de bienvenue pour le bébé garçon chez Éléonore aujourd'hui. Elle a dit du mal de toi devant la moitié de la famille. Ma main s'est serrée autour de mon verre d'eau. Disant quoi? Hélène s'est tue. Je savais que ce ne serait pas joli. Éléonore a dit que leur famille était bénie d'avoir enfin un héritier mâle puisque le ventre de sa belle-fille était complètement stérile depuis 4 ans. Puis ses sœurs ont ajouté, si une femme ne peut pas produire, elle devrait laisser la place à quelqu'un qui le peut. La pluie dehors s'est intensifiée. Les mots m'ont asséché la gorge. Je n'étais pas là, a continué Hélène, sa voix tremblante de rage. Tante Sarah a envoyé des photos au groupe de discussion familiale. Nathalie est assise au milieu du salon d'Éléonore, tenant le bébé. Éléonore sourit comme si elle avait gagné à la loterie. Ça m'a donné des frissons. Mon téléphone a vibré. Hélène avait transféré les photos. Je les ai ouvertes. Le vaste salon d'Éléonore à Neuilly-sur-Seine était très lumineux. Un buffet traiteur de petits sandwichs, de salades et de mimosas couvrait la table à manger. Nathalie était assise sur le canapé sur mesure, portant un gilet léger. Dans ses bras, un bébé enveloppé dans une couverture bleue. Michel était assis en diagonale d'elle, ne souriant pas largement, mais regardant attentivement l'enfant. Éléonore se tenait derrière Nathalie, les mains sur les épaules de Nathalie, rayonnante. Sur une autre photo en gros plan, un gâteau bleu et blanc sur la table basse, écrit en glaçage, « Bienvenue, héritier capital ». J'ai zoomé. Le foulard en soie rose qui avait été sur mon canapé était drapé sur la chaise de Nathalie. Tout dans ma vie, sans avoir besoin d'une confession, parlait fort d'elle-même. « Liv, tu es toujours là ?» a demandé Hélène. « Oui, ne regarde pas le groupe de discussion familiale. Honnêtement, ne reviens pas tout de suite. Dis-moi juste où tu es. Je viendrai te chercher. Je ne veux pas que quiconque sache où je suis. » Hélène est restée silencieuse. Je savais qu'elle était blessée, mais moins il y avait de gens au courant, plus je me sentais en sécurité.
Une femme enceinte de 6 semaines ne devrait pas être debout dans le salon de sa belle famille à essayer de prouver qu'elle peut aussi saigner. D'accord, a concédé Hélène. Mange correctement. Tu as besoin d'argent? J'ai mes cartes et mes documents. Liv, tu me caches quelque chose? J'ai posé ma main sur mon pull. En dessous, il y avait un silence bien plus petit que l'humiliation qui se répandait dans ma poitrine. J'ai quelque chose à te dire, mais pas avant d'être prête. Je te le promets. D'accord, souviens-toi juste que tu as de la famille. Ne laisse pas ces ordures te faire oublier ta valeur. J'ai raccroché et je suis restée assise au bureau pendant longtemps. La télévision muette diffusait un vieux feuilleton, les personnages pleurant silencieusement. Il était absurde de voir à quel point la tragédie semble théâtrale sans le son. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro inconnu. Madame Olive, c'est Thérèse. Je ne sais pas si je devrais vous envoyer un message, mais Madame Éléonore a dit à Monsieur Michel que si vous ne reveniez pas bientôt, il laisserait Nathalie utiliser tout ce qui se trouve dans l'appartement. Elle a dit, si vous ne pouvez pas accomplir vos devoirs, vous devriez savoir quand démissionner. Ça m'a rendu malade d'entendre ça. S'il vous plaît, prenez soin de vous. J'ai lu le message 2 fois. Une femme de ménage savait ce qui dépassait les bornes, mais la femme qui m'appelait famille ne le savait pas. J'ai répondu. Merci, Thérèse. S'il vous plaît, n'intervenez pas. S'il demande, vous ne savez rien. J'ai sauvegardé une capture d'écran dans le dossier, preuve. Cet après-midi-là, je suis descendue dans le hall et j'ai acheté un sandwich. L'ascenseur de l'hôtel sentait la fumée rassis et le nettoyant pour sol. Lorsque j'ai atteint le 4e étage, Michel m'a envoyé un message. Tu es chez Hélène? Je viens te chercher. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fixé les mots, ce n'est pas ce que tu penses. Il a appelé une autre femme sa femme aux urgences. Ses pantoufles étaient dans ma maison. Ma belle-mère a organisé une fête pour un bébé qu'ils ont appelé l'héritier. Si rien de tout cela n'était ce que je pensais, alors ce qu'il voulait, c'était que j'arrête de penser tout simplement. J'ai tapé une réponse, l'ai supprimée et j'ai finalement verrouillé l'écran. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est refuser de donner ces mots à un menteur pour qu'il les déforme. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ignoré mes emails habituels et j'ai trouvé le contact de Kevin, l'avocat d'affaires de Participation Lumière. Kevin n'était pas un ami proche, mais il était méticuleux. Lorsque Participation Lumière a co-signé des projets de développement capital, c'est lui qui m'a patiemment expliqué les contrats, tandis que Michel s'en moquait toujours, parlant de paperasse ennuyeuse. J'ai tapé l'objet, révision des cautionnements et comptes séquestres conjoints avec développement capital. Kevin, j'ai besoin d'une révision complète de toutes les garanties et contrats entre Participation Lumière et développement capital. Spécifiquement les comptes séquestres qui nécessitent ma double autorisation de signature. Veuillez organiser une réunion dès que possible. J'ai cliqué sur envoyer. Pendant que la famille de Michel levait son verre à son nouvel héritier, pendant qu'Éléonore se vantait de sa lignée irréprochable, j'étais assise dans une chambre d'hôtel de 18,5 mètres carrés, déverrouillant la partie de ma vie que j'avais volontairement mise de côté. Kevin a répondu le lendemain matin à 7h12. Reçu. Choisissez un endroit discret. J'apporterai les copies papier. J'ai remarqué des signaux d'alarme il y a quelque temps, mais comme vous n'avez jamais demandé un examen médico-légal, mes mains étaient liées. Des signaux d'alarme? Les fissures étaient toujours dans les fondations. J'étais juste trop occupée à polir les sols et à trouver des excuses pour regarder de près. Nous nous sommes rencontrés dans un café haut de gamme discret niché dans le quartier de l'Opéra. Je suis arrivée en avance et j'ai commandé un jus d'orange. La serveuse a proposé du café, mais j'ai refusé. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, tous mes choix avaient ralenti. Je portais un simple pull en cachemire gris et un pantalon noir. Mon visage dans le miroir de la salle de bain était pâle, mais mes yeux n'étaient plus gonflés. Kevin est arrivé à l'heure, tenant une épaisse mallette en cuir. Il s'est arrêté en me voyant,
remarquant probablement mon comportement radicalement différent de celui de l'épouse passive qui signait des papiers au bureau de Participation Lumière. « Vous tenez le coup ?» a-t-il demandé en s'asseyant. Si c'était le cas, je ne vous aurais pas appelé, il a hoché la tête fermement. La serveuse a déposé son café noir. Kevin a sorti plusieurs dossiers à code couleur. Je vais être franc, Liv. La relation entre Participation Lumière et Développement Capital n'est pas seulement B2B standard. Au cours des 3 dernières années, Développement Capital a tiré parti de la cote de crédit de Participation Lumière pour garantir des obligations pour au moins 4 projets commerciaux massifs. Il existe 2 comptes de décaissement qui nécessitent techniquement votre cosignature. Bien que Michel ait contourné l'esprit de cet accord, j'ai regardé le premier dossier, le projet complexe médical Anson. Ma signature était en bas, juste à côté de celle de Michel. Je me suis souvenu l'avoir signée il y a 2 ans en débarrassant la table du dîner. Michel avait dit nonchalamment que ce n'était qu'une formalité puisque le capital de Participation Lumière était impliqué. Éléonore avait ricané depuis le salon. Les femmes ne comprennent rien à la finance d'entreprise. Signez-le, c'est tout. L'argent qu'il gagne paie pour cette maison. J'avais séché mes mains sur un torchon et j'avais signé. Il s'avère que les signatures les plus silencieuses peuvent devenir les nœuds les plus serrés. Kevin m'a glissé une feuille de calcul. Voici le flux de trésorerie du projet Anson. Les fonds avancés étaient censés aller à des fournisseurs d'équipements médicaux agréés, mais Développement Capital a acheminé une énorme partie à 3 SARL pour des matériaux de construction non répertoriés dans l'offre initiale. Les factures sont majorées de 20 à 35% au-dessus du prix du marché. À qui appartiennent les 3 SARL, ai-je demandé. Je suis toujours en train de creuser, mais l'un des agents enregistrés est le neveu d'Éléonore. J'ai fixé la pulpe flottant dans mon jus d'orange. La douleur dans ma poitrine ne venait plus d'un cœur brisé. C'était la réalisation glaçante de ma propre naïveté stupéfiante. Michel est-il au courant, ai-je demandé. En tant que PDG de Développement Capital, il est impossible qu'il ne le soit pas. La réponse de Kevin était clinique. Aucune pitié. Je l'ai noté dans mon carnet. Anson, 3 SARL, surfacturation, compte conjoint, obligation Participation Lumière. Kevin a ouvert le 2e dossier. Le projet Arborview présente des anomalies similaires. Beaucoup de frais de conseil. Si un auditeur indépendant est impliqué, Développement Capital sera contraint d'expliquer où est passé cet argent. Alors, que se passe-t-il si j'invoque formellement mon droit de bloquer les décaissements sur les comptes conjoints? C'est absolument votre droit, a dit Kevin instantanément. Tant que vous soumettez un avis écrit, citant l'atténuation des risques et une demande d'audit, vous ne détournez pas de fonds. Vous empêchez légalement la banque de libérer de l'argent garanti par Participation Lumière tant que les documents ne sont pas propres. J'ai laissé échapper un lent soupir. La nuit dernière, j'avais craint d'agir par pure vengeance. Mais les chiffres sur ces pages ne ressentaient pas de jalousie. Ils prouvaient juste que Michel n'avait pas seulement fait emménager une maîtresse enceinte dans ma maison. Il avait instrumentalisé ma confiance aveugle pour commettre une fraude d'entreprise. Je ne veux pas toucher à ses comptes bancaires personnels, ai-je dit fermement. Je ne ferai rien d'illégal. Ce qui lui appartient, mais tout ce qui m'implique moi et Participation Lumière est immédiatement gelé. Kevin a hoché la tête. Je l'avais anticipé. J'ai rédigé 3 documents, un pour la banque, un pour Développement Capital et un pour le cabinet d'audit indépendant. Lisez-les attentivement avant de signer. Il a placé 3 lettres imprimées impeccables devant moi. Il n'y avait pas de larmes dans ces pages, pas de pantoufles roses, mais lire les mots « cesser et s'abstenir de tout décaissement » et « demande d'audit médico-légal » m'a donné l'impression de trouver la vraie porte de sortie de mon mariage. Fuir ne suffisait pas. Une femme qui veut s'échapper de la maison qui l'a engloutie doit y retourner et réclamer chaque signature qu'elle a laissée derrière elle. Au bas de la 3e lettre, mes yeux se sont arrêtés sur mon nom imprimé. Olive Claire Sterling. Je n'avais pas vu mon nom de jeune fille complet utilisé avec pouvoir depuis longtemps. Chez mes beaux-parents, j'étais juste Liv, la femme de Michel, la belle-fille d'Éléonore, la femme stérile. Je vais d'abord signer l'avis de la banque, ai-je dit.
Kevin m'a tendu un stylo. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Ma signature était nette, le trait final tirant de manière décisive sur la page. J'ai ensuite signé la lettre à Développement Capital. C'était incroyablement professionnel, exigeant le respect des termes de la cautionnement. Aucune mention de Nathalie ou du bébé. Cette omission la rendait absolument létale. Après avoir signé la demande d'audit, Kevin a glissé une mince enveloppe en papier craft sur la table. J'ai préparé ça au cas où. Vous n'avez pas à le déposer aujourd'hui. Je l'ai ouverte. C'était une ébauche de requête en dissolution de mariage. Requérante, Olive Claire Sterling. Défendeur, Michel Sterling. 4 ans de mariage réduit à des cases à cocher. Actif conjoint. Passif conjoint. Enfant. Quand j'ai vu le mot « enfant », ma main s'est portée à mon ventre. Kevin l'a remarqué mais n'a pas posé de questions. Un bon avocat sait quand se taire. Je vais garder celui-ci pour l'instant, ai-je dit en glissant la requête dans mon sac. Kevin a hoché la tête. Quand vous serez prête, mais une question. Michel sait-il que vous retirez ces dossiers? Pas encore, mais une fois que ces lettres atteindront la banque, il le saura. Il essaiera de dire que je suis émotionnelle et que j'agis suite à un conflit conjugal. Documentez tout, a conseillé Kevin. Ne discutez pas avec lui au téléphone. Laissez-le creuser sa propre tombe dans les messages. La réunion a duré 2 heures. Kevin m'a remis une clé USB sécurisée avec tous les scans. Dehors, la pluie avait cessé. L'air de Paris sentait l'asphalte mouillé et le café torréfié. J'ai refusé l'offre de Kevin d'appeler un taxi et j'ai décidé de marcher. Alors que je descendais l'avenue, mon téléphone a sonné. Michel. J'ai regardé son nom pulser, puis je l'ai mis en sourdine. Avant, ces appels me remplissaient d'un mélange de colère et d'espoir désespéré. Maintenant, c'était juste quelqu'un qui frappait à une porte que j'avais déjà verrouillée. De retour à l'hôtel, j'ai enfermé la clé USB dans ma valise. À 15 heures, Kevin a envoyé un message, lettre livrée à la banque et à Développement Capital. La banque confirme le gel des décaissements à double signature en attente d'examen. J'ai ouvert la fenêtre. Les bruits de la ville se sont précipités, camions de livraison, klaxons, gens criant dans le vent. C'était un monde réel et tangible où chaque erreur nécessitait finalement une explication. Le lendemain matin, les conséquences ont commencé. Michel a envoyé un message, « Qu'est-ce que tu fais bon sang ?» Je mangeais un morceau de toast sec. Le courant de l'hôtel avait vacillé et la pièce était étouffante. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, la banque dit que tu as gelé les fonds du projet Anson. As-tu la moindre idée du désordre que tu crées? J'ai mâché mon toast lentement. Le médecin avait dit de ne pas sauter de repas. Avant, un froncement de sourcils de Michel me faisait lâcher ma fourchette pour l'apaiser. Aujourd'hui, finir mon petit déjeuner était la priorité absolue. Kevin a appelé quelques minutes plus tard. Développement Capital est en pleine panique. Quentin, leur vice-président des opérations, m'a appelé. Michel hurle que vous utilisez des comptes d'entreprise pour un chantage domestique. Je les ai informés que le gel est purement basé sur le respect des obligations fiduciaires. Je ne veux pas entraîner des employés innocents dans cette affaire, ai-je dit. Les employés innocents sont protégés par une trace écrite impeccable, a répondu Kevin calmement. Seuls les coupables craignent un audit. Cet après-midi-là, Thérèse m'a envoyé un nouveau message. Ces messages étaient courts et prudents. Madame Olive, Monsieur Michel est venu à l'appartement aujourd'hui. Il m'a demandé si je savais où vous étiez. J'ai dit non. Il avait l'air paniqué. Quand il a vu votre placard vide et la note, il est resté là, la tenant, les mains tremblantes. Il a demandé si vous pleuriez quand vous m'avez appelé. Je lui ai dit que votre voix semblait complètement normale. Un léger sourire a effleuré mes lèvres. Alors maintenant, il voulait savoir si je pleurais. Les gens préparent toujours leur défense pour les cris et les larmes, mais un retrait chirurgical totalement silencieux les laisse sans scénario. À 22 heures, Hélène a appelé,
le camp de développement capital est en feu. Éléonore a supprimé toutes les photos de bienvenue du bébé garçon de Facebook. Apparemment, le moulin à rumeurs de l'entreprise a eu vent des comptes gelés. Maintenant, Éléonore répand l'idée que vous êtes devenue cliniquement folle de jalousie. J'ai tiré la fine couverture de l'hôtel sur mes jambes. Laissez-les parler. Je sais, mais ça m'énerve. Tu as changé, Liv. Comment? J'ai regardé mes mains. Une petite égratignure due au transport de la valise guérissait sur ma jointure. Je ne me sentais pas changée. Je sentais juste qu'une couche de peau morte se décollait enfin. Le lendemain, Kevin m'a envoyé par email un document interne de développement capital divulgué par Quentin, le vice-président. C'était un email anonyme envoyé à tout le conseil d'administration de développement capital. Il contenait une feuille de calcul détaillant les factures gonflées, les sociétés écrans liées au neveu d'Éléonore, et un cercle rouge vif autour de la signature numérique de Michel sur les approbations frauduleuses. Quentin a transmis ça pour se couvrir, m'a dit Kevin au téléphone. Michel pense que vous l'avez envoyé. Quelques minutes plus tard, les messages de Michel m'ont bombardé. Où es-tu? As-tu envoyé cet email anonyme? Essaies-tu de détruire mon entreprise? J'ai fait tout ça pour notre famille. Je me suis tenu sous l'auvent d'un monoprix, lisant les mots « notre famille », la famille où il avait fait emménager les pantoufles d'une autre femme. La famille où sa mère avait organisé une fête pour un bâtard pendant que j'étais enceinte. J'ai tapé une seule phrase, adressé toutes les questions juridiques par écrit à mon avocat. J'ai cliqué sur envoyer, je suis entrée chez Monoprix et j'ai acheté mes vitamines prénatales. Le dénouement n'a pas exigé que je lève le petit doigt. Parfois, la réalité rend sa propre justice brutale. J'étais assise dans la salle d'attente du centre médical Miséricorde pour mon échographie de suivi quand Kevin m'a envoyé une capture d'écran de Quentin. Kevin, officieusement, Michel est en train de craquer. Il a essayé de faire pression sur Nathalie pour qu'elle utilise les relations de sa riche famille afin d'obtenir un prêt relais à court terme pour contourner les comptes gelés. Ils ont eu une énorme dispute. C'est grave. Je l'ai lu sans surprise. Dès l'instant où Nathalie a posé avec assurance ses pantoufles dans mon couloir, je savais qu'elle ne cherchait pas seulement l'amour. Une maîtresse enceinte ne se faufile pas dans la maison d'une épouse légale à moins qu'elle ne vise le trône et les comptes bancaires qui l'accompagnent. À 15h, Kevin a appelé. Quentin vient de me donner le déroulement. Michel est allé chez Éléonore où Nathalie se remet. Il a exigé que Nathalie demande de l'argent à sa famille. Nathalie lui a ri au nez et a admis qu'elle avait inventé son passé aisé. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel, regardant un filet de lumière du soleil frapper le tapis. Et Éléonore a perdu la tête. Elle a hurlé à Nathalie, la traitant de croqueuse de diamants. Nathalie a crié en retour, demandant si Éléonore l'utilisait elle ou pour l'héritier capital. Puis Nathalie a sorti un morceau de papier. Kevin a fait une pause. C'était un test de paternité à domicile. Le bébé n'est pas celui de Michel. Le silence dans la pièce était absolu. Je me suis souvenu du gâteau bleu et blanc. Bienvenue, héritier capital. Je me suis souvenu du visage radieux d'Éléonore. La vie ne rend pas toujours le karma aussi vite, mais parfois il n'est même pas nécessaire de pousser le rocher en bas de la colline. Nathalie avait un test de paternité confirmé avec un certain Victor avant même de se mettre avec Michel, a poursuivi Kevin. Michel a essayé d'appeler le gars, mais le numéro était déconnecté. Quand Michel a hurlé qu'elle l'avait escroqué, Nathalie lui a dit qu'il s'était escroqué lui-même. Elle a dit que sa famille ne la traitait comme de l'or que parce qu'ils étaient désespérés d'avoir un garçon. Puis elle a fait sa valise, a pris le bébé et est partie, disant à Michel de ne pas lui demander d'argent parce qu'elle était fauchée aussi. Éléonore s'est effondrée. Michel a dû appeler le 18. Je ne me suis pas sentie vengée. J'ai juste ressenti un amusement creux et cynique. Ma propre belle-mère avait utilisé un enfant qui ne partageait pas une goutte de leur sang pour m'humilier publiquement. Pendant ce temps, le véritable enfant avec l'ADN de Michel grandissait tranquillement en moi, totalement indésirable pour eux.
Quentin dit que Michel emmène Éléonore aux urgences, mais la réunion d'urgence du conseil avec la banque et Participation Lumière est toujours prévue pour demain matin, a dit Kevin. Voulez-vous que j'y aille comme votre mandataire? J'ai regardé ma valise, les dossiers sur le bureau. Si je l'évitais, ils écriraient le récit. Non, ai-je répondu. Je serai là. Le matin de la réunion du conseil, Hélène m'a appelé à l'aube. Liv, Éléonore est réveillée et elle est en colère. Elle a forcé Michel à l'emmener faire du shopping sur l'avenue des Champs-Élysées hier pour prouver qu'ils avaient encore de l'argent. Elle vient d'avoir une urgence médicale. Vous la connaissez. L'ego est son oxygène. 1 heure plus tard, Hélène m'a envoyé un lien vers une vidéo circulant dans le groupe Facebook des appartements de Passy. Je l'ai ouverte. Elle était filmée à l'intérieur d'une boutique de créateurs haut de gamme sur le boulevard Haussmann. L'angle de la caméra était discret, filmé derrière une vitrine. Éléonore, l'air hagard mais fortement maquillée, se tenait à la caisse. Michel avait l'air épuisé, essayant de l'éloigner. La voix de la vendeuse était polie mais tendue. Madame, je suis désolée, mais l'Amex est refusé. Avez-vous une autre carte? Éléonore a arraché la carte noire. Votre machine est en panne. Savez-vous qui je suis? La caméra a zoomé. 2 sacs de luxe étaient posés sur le comptoir. Le total à l'écran affichait 8 400 €. Madame, le terminal fonctionne parfaitement. Voudriez-vous que nous mettions les articles de côté? Les mettre de côté? Je peux acheter tout ce magasin, a hurlé Éléonore. Les gens dans le magasin regardaient. Quelqu'un a chuchoté. Ce n'est pas la mère du PDG de Développement Capital? J'ai entendu dire qu'il faisait faillite. Éléonore l'a entendu. Son visage est devenu violet. Michel est intervenu, mortifié. Nous les laisserons. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par laisser, a hurlé Éléonore. Pourquoi ma carte est-elle bloquée? Où est mon argent? J'ai éteint la vidéo. Je n'ai pas souri. Pendant des années, j'avais marché derrière elle dans des magasins comme celui-là, portant ses sacs de course pendant qu'elle me présentait comme sa belle-fille obéissante. Aujourd'hui, elle criait à propos de son argent. De l'argent qui transitait par des comptes frauduleux que ma signature était censée protéger. À 9h17, Kevin a envoyé l'ordre du jour officiel de la réunion à toutes les parties. En bas, il était indiqué le représentant de Participation Lumière, Olive Claire Sterling, représentante fiduciaire autorisée. À 9h32, Michel a appelé. Je l'ai ignoré. Il a envoyé un message, Olive Claire Sterling. Qu'est-ce que c'est? Quelle autorité as-tu chez Participation Lumière? Il ne l'avait vraiment pas su. Le siège de Développement Capital était dans un élégant immeuble en verre dans le quartier de la Défense. J'y étais venu des dizaines de fois pour déposer le nettoyage à sec ou le déjeuner de Michel. La réceptionniste m'appelait Madame Michel et me faisait attendre sur le canapé du hall. Aujourd'hui, elle a regardé la liste des invités, ses yeux s'écarquillant. Mademoiselle Sterling, par ici. La salle de conférence était tendue. À travers la vitre, j'ai vu Michel assis rigidement à la tête de la table. Éléonore était assise à côté de lui, enveloppée dans un foulard, le visage pâle. Quentin faisait les 100 pas nerveusement. Kevin a ouvert la porte. Je suis entrée, portant un chemisier blanc impeccable et un blazer noir. La pièce est devenue totalement silencieuse. Michel a levé les yeux, ses yeux m'ont frappé, puis sont tombés sur le classeur bleu Participation Lumière dans mes mains. La mâchoire d'Éléonore s'est serrée d'incrédulité. J'ai pris le siège directement en face de Michel. Dans mon sac à main, entièrement séparé des dossiers d'entreprise, se trouvait mon échographie de 6 semaines. Je portais 2 vérités dans cette pièce. Olive, expliquez ceci, a exigé Michel, son ton retombant instinctivement dans son aboiement autoritaire habituel. Je l'ai regardé froidement. Je suis ici aujourd'hui en tant que représentante autorisée de Participation Lumière. Si vous souhaitez discuter de questions personnelles, nous le ferons par les voies légales appropriées après cette réunion. Éléonore a laissé échapper un rire aigu et méchant.
Vous êtes douée pour ça, Olive. Vous vous faufilez derrière le dos de votre mari pour jouer les espionnes d'entreprise. Kevin s'est penché en avant. Madame Éléonore, veuillez restreindre vos commentaires au champ de cette réunion concernant les cautionnements et les manquements fiduciaires. Éléonore a claqué sa main sur la table. Je parle à ma belle-fille. N'osez pas m'interrompre. J'ai posé ma main à plat sur mon classeur. Le cuir était frais. Madame Éléonore, dans cette pièce, vous vous adressez à la représentante de Participation Lumière. Si vous voulez discuter de mon rôle de belle-fille, mon avocat vous servira les papiers de divorce dans 1 heure. La pièce a halté. Le visage de Michel s'est vidé de ses couleurs. Éléonore s'est figée, ses yeux devenant rouges de fureur. Vous n'oseriez pas. Je l'ai ignoré et j'ai fait un signe de tête à Kevin. Pendant les 40 minutes suivantes, nous avons présenté les preuves médico-légales, les factures gonflées, les sociétés écrans non autorisées, les liens directs avec le neveu d'Éléonore. Les représentants de la banque ont pris des notes furieuses. Michel s'est frotté les tempes, un geste qu'il utilisait lorsqu'il était acculé. Ce sont des erreurs administratives, a laissé échapper Michel d'une voix rauque. Kevin a glissé les emails avec les approbations numériques de Michel sur la table. Ce sont des directives exécutives, Michel. Michel m'a regardé, ses yeux suppliants. Olive, devez-vous vraiment aller aussi loin? La question est restée en suspens. Cet homme que j'avais aimé ne me demandait pas pourquoi j'étais blessée. Il me demandait pourquoi je ne voulais pas simplement encaisser le coup. L'audit va là où la trace écrite va, ai-je dit simplement. Vous faites juste ça pour vous venger de lui à cause de Nathalie, a hurlé Éléonore, s'accrochant à des chimères. Vous êtes stérile. Vous ne pouviez pas nous donner un héritier. Alors, vous êtes devenue jalouse quand quelqu'un d'autre l'a fait. Et maintenant que le bébé n'est pas le sien, vous vous réjouissez. Kevin a commencé à intervenir, mais j'ai levé la main. J'ai ouvert mon dossier personnel. J'ai sorti des photos imprimées de 20x25 cm et je les ai fait glisser sur la longue table en acajou. La photo du gâteau, bienvenue, héritier capital. La photo de Nathalie tenant le bébé dans le salon d'Éléonore. Une transcription imprimée du message vocal d'Éléonore me disant de connaître ma place. Et enfin, une photo horodatée des pantoufles roses pelucheuses posées dans mon entrée. Nathalie est une affaire pour le tribunal de divorce, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai assez de preuves pour démanteler ce mariage sans jamais avoir besoin de recourir à des audits d'entreprise. Éléonore, vous vous êtes moquée de moi parce que j'étais stérile, pourtant vous avez mis toute la fierté de votre famille sur un enfant qui ne partage pas une goutte de votre sang. Éléonore a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Michel a fixé les photos. L'image de la fête a semblé le frapper physiquement. Il a enfin vu ce que je voyais. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, a chuchoté Michel. Si tu m'avais dit que tu avais du pouvoir chez Participation Lumière, si tu m'avais dit que tu connaissais les fonds, ma valeur pour toi n'existerait-elle que si j'étais utile, ai-je demandé. Il n'a pas eu de réponse. J'ai placé la dernière enveloppe en papier craft sur la table. C'était la requête en dissolution de mariage signée. Éléonore s'est jetée dessus, mais Kevin a bloqué sa main. Ne touchez pas aux documents juridiques personnels de ma cliente. Je n'autoriserai pas cela, a hurlé Éléonore. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Un mariage est entre moi et Michel, lui ai-je dit. Vous n'avez pas de droit de vote. Michel a fixé ma signature sur les papiers de divorce. Après un long silence angoissant, il a parlé, sa voix se brisant. Olive, je me suis trompée. Je suis tellement désolée. Donnez-moi juste une chance. Je couperai les ponts avec Nathalie. Je réparerai l'entreprise. Je m'occuperai de ma mère. Tais-toi, Michel, a crié Éléonore derrière lui. Pourquoi la supplie-t-il? Michel s'est retourné vivement. Maman, tais-toi. C'était la première fois en 4 ans que je l'entendais me défendre face à elle. Mais ce n'était pas pour me protéger. C'était parce que les murs s'effondraient. Les excuses sont assourdissantes quand il est bien trop tard. Je me suis levée.
Kevin a rassemblé les dossiers d'entreprise. Michel, ai-je dit, il a levé les yeux, désespéré. Il est trop tard. Non pas parce que je souffre encore, mais parce qu'il ne me reste plus rien à croire. Alors que je sortais de la salle de conférence, Michel a appelé mon nom. Je ne me suis pas arrêtée. Le jour où le juge a signé notre jugement de divorce définitif, le ciel de Paris était d'un bleu éclatant et vif. Je suis arrivée au tribunal de grande instance de Paris 10 minutes en avance. Hélène attendait près des détecteurs de métaux, tenant un thermos de thé au gingembre et un sac de crackers, refusant de me laisser gérer mes nausées matinales seule. Michel est arrivé quelques minutes plus tard. Il avait l'air vidé, portant un costume gris froissé. Il s'est arrêté à quelques mètres. « Tu vas bien ?» La question ne faisait plus mal. « Je vais bien », ai-je dit. Les procédures ont été rapides. Aucun actif n'a été contesté. Le désordre de l'entreprise a été séparé de mes finances personnelles grâce à Kevin. Lorsque le juge a examiné les papiers, tout a été accéléré. Étant donné que nous avions déposé la demande avant que ma grossesse ne soit visible ou légalement divulguée, et que Michel, dans son désespoir de régler les accusations de fraude d'entreprise, avait renoncé à son droit de découverte. Le décret stipulait « pas d'enfants existants ». Kevin avait construit une barrière juridique. Au moment où Michel découvrirait l'existence du bébé, ses droits parentaux seraient enterrés sous des montagnes d'ordonnances restrictives et d'accusations de crimes d'entreprise. Quand j'ai signé le décret final, le nom Olive Claire Sterling semblait incroyablement propre. Ce n'était pas triste. Cela ressemblait à une porte ouverte. Alors que nous sortions, Michel a appelé mon nom. Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche. Mon alliance. Celle que j'avais laissée sur la table de chevet. J'ai pensé que je te la rendrais, a-t-il roqué. Ou je ne sais pas. J'ai regardé l'anneau en diamant. Il avait lavé la vaisselle, signé des documents frauduleux et emballé une valise. Donnez-le à mon avocat, ai-je dit. Il le liquidera avec le reste des actifs conjoints. Les yeux de Michel se sont assombris, mais il a hoché la tête, tendant la boîte à Kevin. Il a finalement réalisé que serrer quelque chose trop fort ne fait que vous faire saigner si les bords sont coupants. Devant le palais de justice, Hélène m'a tendu le thé au gingembre. C'est fini. C'est vraiment fini. Elle m'a serré dans ses bras avec force. J'ai posé mon menton sur son épaule, sentant l'air vif de l'automne et son parfum familier. Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne sont pas la seule preuve de survie. Suite au divorce, Développement Capital est tombé en vrille. La banque a transmis le dossier aux régulateurs fédéraux. Participation Lumière a retiré son soutien. Michel a perdu son titre de PDG avant même que les enquêtes formelles ne soient conclues. Éléonore a déménagé dans l'appartement de sa sœur en banlieue, déshonorée et silencieuse. Nathalie avait disparu quelque part dans le sud, travaillant dans le commerce de détail. Je suis retournée travailler chez Participation Lumière. Il n'y a pas eu de grands applaudissements, juste un mardi normal. J'ai obtenu mon nouveau badge, me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La normalité était glorieuse. J'ai loué un confortable appartement d'une chambre au canal Saint-Martin. Il avait un balcon où j'ai mis 2 fougères en peau résiliente. Thérèse, mon ancienne femme de ménage, est venue me rendre visite un samedi, m'apportant des oranges fraîches. Cet endroit est tellement plus chaleureux que le grand appartement, a-t-elle dit. Lors de mon échographie de 12 semaines, Hélène est venue avec moi. Le centre médical Miséricorde était aussi bruyant et chaotique que jamais. Nous sommes passés devant les portes des urgences où mon mariage s'était finalement brisé. Je n'ai pas détourné le regard. Dans la salle d'examen, le gel froid a touché mon ventre, puis le son a rempli la pièce. Swash, swash, swash. Un battement de cœur rapide et fort, comme un cheval galopant sur une longue route ouverte. Le rythme cardiaque est parfait. Le technicien a souri. Le bébé va très bien. Hélène a essuyé une larme de sa joue. Je suis restée allongée, laissant le son m'envelopper. Mes mains totalement détendues le long de mon corps.
Alors que nous sortions de l'hôpital, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, mais je savais que c'était Michel. J'ai entendu une rumeur selon laquelle vous étiez enceinte. Le bébé, le message s'est coupé. Il ne savait probablement pas comment terminer la phrase. J'ai fixé l'écran, supprimé le message et bloqué le numéro. Il y a des vérités qui doivent être gérées avec des avocats, et il y a une paix qui doit être protégée à tout prix. Qu'est-ce que tu veux manger ? A demandé Hélène, me passant le bras. J'y ai réfléchi sérieusement. Je veux un grillé cheese bien coulant et un énorme bol de soupe tomate basilic. Enfin, les envies sont arrivées. Hélène a ri, me tirant dans la rue. J'ai regardé les portes de l'hôpital une dernière fois. Le cri, ma femme est sur le point d'avoir un bébé. Les pantoufles roses, la fraude d'entreprise, les papiers de divorce, tout cela appartient au passé. Je n'avais pas tout perdu. J'avais juste quitté la mauvaise vie pour sauver la meilleure partie de celle-ci. Partir en silence n'est pas une défaite. Parfois, c'est la seule façon pour une femme de sauver sa dignité. Quand un mariage utilise l'illusion de la famille pour forcer une femme à avaler sa propre destruction, la chose la plus courageuse qu'elle puisse faire est de refuser d'avaler. Je n'ai pas choisi de me battre avec des cris ou une vengeance amère. J'ai choisi de me tenir droite, de rassembler les preuves, de protéger ma paix et de marcher vers l'avenir, portant une vie qui n'était qu'à moi de protéger.